Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est évidemment le Covid encore et toujours. Est-ce que les grandes métropoles qui risquent de passer en zone aggravée vont être comme Marseille, c'est-à-dire fermeture des restaurants et des bars? On va revenir sur les propos d'Éric Zemmour hier soir sur CNews qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Il a accusé tous les migrants mineurs d'être des assassins, des violeurs et des voleurs. Donc on y reviendra. Et puis Gérald Darmanin, on n'a pas tellement eu le temps de l'aborder hier, qui veut expulser les étrangers auteurs d'infractions graves. On en parle avec vous, on en parle avec Aurélien Véron. Bonjour, vous êtes conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Romain Colas, vous êtes secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Christine Bouillot est avec nous, journaliste, correspondante de Sud Radio à Toulouse, et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Commençons notre petit tour de table avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Un coup de cœur de Romain Colas. Oui, je voulais aujourd'hui adresser un coup de cœur à nos aînés, aux personnes âgées, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale des personnes âgées, et que je le vois comme mère, je le vois comme arrière-petit-fils et comme petit-fils. Les personnes âgées sont celles qui ont à souffrir depuis le plus longtemps des mesures de restriction ou des mesures de protection qui sont exigées dans le cadre de la crise sanitaire. Et je les trouve d'une grande résilience et d'un grand courage, parce que c'est compliqué quand on atteint un certain âge de voir ses déplacements restreints, de voir les contacts avec ses proches, y compris les contacts physiques qui sont purement et simplement prohibés. Et j'étais hier avec les services de ma mairie et un certain nombre d'élus à réfléchir à la façon dont nous pouvons organiser ou pas un certain nombre de manifestations à destination des aînés. Force est de constater que bien souvent on est obligé d'annuler des moments qui sont des moments de partage, des moments de rencontre, parce que ce sont évidemment des personnes qui sont en situation de fragilité à l'égard du virus. Et je trouve que la société tout entière n'a pas assez pris conscience de l'effort que nous demandons à nos aînés. On a beaucoup parlé de ceux qui étaient en EHPAD et qui ont vécu avec le confinement, avec l'entrée du Covid aussi dans les établissements, évidemment des difficultés et souvent des drames. Mais il y a la masse de ces personnes âgées qui vivent très différemment depuis que nous sommes rentrés dans cette crise sanitaire, et je sais que c'est très dur pour eux. Voilà, donc je voulais leur dire un salut amical de la génération qui les suit. Voilà. Oui, vous avez raison, et je pense que nos auditeurs y seront sensibles. Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur? Un coup de cœur aussi, comme d'habitude. Comme d'habitude, qui se termine en général mal, vos coups de cœur. Non, je trouve, en plus, celui-là, pas du tout, parce que je voulais signaler et saluer la nomination et la prestation de serment ce matin d'un nouveau gouvernement belge. Et je trouve ça très sympathique, car la Belgique a mis 16 mois à constituer un gouvernement. Et donc il y a des pays en Europe, et pas n'importe lesquels, puisque ce sont quand même des pays qui hébergent la capitale européenne, la capitale de l'Union. D'ailleurs, le discours de politique générale du nouveau Premier ministre belge, qui s'appelle Alexander De Croo, se fera au Parlement européen, puisque les parlementaires belges vont se réunir au Parlement européen. Et donc, le pays qui héberge les institutions européennes est resté pendant 16 mois sans gouvernement, pour son plus grand bonheur. Et je voudrais signaler qu'au fond, les démocraties libérales fonctionnent beaucoup mieux lorsqu'elles ne sont pas gouvernées, et spécialement lorsqu'elles ne sont pas gouvernées par des gens qui imaginent qu'ils vont changer la vie des gens à coup de baguette magique et de déclarations à la presse. Et les Belges sont plus heureux et plus riches que les Français, et à mon avis parce qu'ils sont moins gouvernés. Donc, pas de gouvernement pour les Belges, et ils s'en sont pas si mal sortis que ça, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et je pense que le niveau de bonheur moyen en Belgique est très supérieur au niveau de bonheur moyen en France.
Mais c'est parce que vous avez un peu des origines belges aussi, Éric Vérac, non? Je dirais que les Français ont des origines belges et pas que... Ouais. Un commentaire, les uns et les autres, sur cette situation particulière, effectivement, de la Belgique? Éric a très bien synthétisé la chose. Ouais. Et je partage son avis. Aurélien Véron, ouais, vous pensez que c'est une bonne chose. Alors vous, Aurélien Véron, vous avez été interpellé, et le mot est faible, par les propos d'un homme. Alors je crois qu'il est sociologue, il est philosophe et sociologue, Geoffroy de Lagasnerie, qui était hier, ou Laganerie, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, qui était hier sur France Inter. Enfin, en tout cas, il agace. Mais ce n'est pas à l'égard de Geoffroy de Laganerie que je porte mon coup de gueule, c'est à l'égard de France Inter qui, en sens, défend et porte au nu ce sociologue qui, à l'abri de son statut de fonctionnaire, n'a cessé de dénoncer la liberté de débattre. C'est quand même lui qui a appelé à boycotter un débat en présence de Marcel Gauchet, qu'il a traité de réactionnaire, il faut quand même le faire. Ensuite, c'est quelqu'un qui appelle à la censure pour que les opinions justes l'emportent sur des opinions injustes. C'est quand même très fort dans un des pays démocratiques comme le nôtre, mais ça rappelle des régimes de l'Est qu'on avait trop rapidement oubliés et qui reprennent du poil de la bête dans sa bouche en tout cas. Et puis il a aussi soutenu plus récemment les incendiaires qui avaient mis le feu à une voiture de policiers occupée par les policiers eux-mêmes, les mettant en danger. Et lui n'hésite pas à dire qu'ils ont tout à fait raison, que ces gens sont des héros. Alors, payer 138 € par an pour un service public qui prend la défense, enfin, vraiment qui encense ce genre de propos, c'est pas 138 € de redevance. Pour moi, c'est un vrai PV, c'est une amende. Je ne sais pas ce qu'on a fait, nous les Français, pour mériter ça, mais c'est une souffrance annuelle de devoir payer pour des services qui, normalement, sont neutres et assurent un débat équilibré et défendent l'état de droit. Et les propos de Geoffroy de Laganerie hier étaient très clairs. Il dénonce l'État, il dénonce les institutions françaises, il dénonce l'état de droit, et puis finalement appelle à la révolution encore une fois, de son fauteuil d'enseignant, sociologue et philosophe. Voilà mon coup de gueule. Oui, mais vous aviez peut-être suivi aussi que le journaliste qui anime l'émission Média avait demandé au président du CSA de sévir contre ces chaînes qui invitent des gens de droite. C'est un vrai problème, avait-elle dit, cette droitisation de certaines chaînes d'infos. Donc ça va. Et moi, je n'appelle pas du tout à censurer Geoffroy Laganerie. Je crois qu'il a toute sa place sur les services privés et publics. C'est juste la manière de le mettre en avant et de promouvoir ses idées avec autant d'enthousiasme d'un service public qui n'est pas neutre et qui attaque le service privé et qui, en fait, implicitement appelle à la censure. Moi, j'ai très peur de ce régime de censure. On va en débattre avec Éric Zemmour. Mais même si je ne partage pas les propos de Geoffroy Laganerie, ni ses valeurs, ni son univers, je lui donne volontiers la parole. J'aimerais que le service public soit un peu plus équilibré et un peu moins défenseur de ses idées nauséabondes. Une réflexion, je vois Éric Vérac qui sourit. Oui, parce qu'évidemment, moi je suis plus extrémiste qu'Aurélien sur ces sujets de liberté, de pensée, d'expression et de parole, car je pense qu'en effet, il n'est pas admissible que le service public défendent un certain nombre de lignes partiales qui ne sont pas représentatives de l'intérêt du public. Et donc, je ne comprends pas pourquoi nous maintenons une radio de service public alors que tout le monde sait qu'elle n'est pas au service du public, mais au service de ses propres idées ou lubies. Donc, je suis pour la privatisation complète de France Inter et la fin des redevances obligatoires pour nourrir cette radio qui a tout à fait le droit d'exister, mais à ses frais, pas à nos frais. Deuxièmement, je tiens à dire quand même que aujourd'hui, il y a des forces réactionnaires dans ce pays, c'est-à-dire des forces qui sont contre la démocratie, et ces forces sont toutes de gauche et assument leur haine de la démocratie au nom d'un prétendu amour du prochain, au nom d'une prétendue bienveillance. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que nous tirions les conséquences du fait que la gauche est réactionnaire et qu'il faut que chacun prenne position vis-à-vis de cette tentation réactionnaire qui existe à gauche. On y reviendra en parlant de Zemmour. Oui. On peut parler aussi des écarts, des dérapages innombrables des écologistes sur tout ce qui fait notre liberté d'action au jour le jour. Christine Bouillot. Je veux bien. On vous entend ? Valérie, si vous me permettez, en tant que représentante de la gauche, supposée opposée à la être opposée à la démocratie, réagir aux propos qui viennent d'être tenus par Éric. Je crois que la réaction
dans son acception réactionnaire, n'est l'apanage ni de la gauche ni de la droite. Mais aujourd'hui, dire que la gauche dans son ensemble, ainsi que le suggérait Éric, était réactionnaire, dire que par ailleurs, il n'y aurait pas de réactionnaires à droite, c'est faire preuve d'un aveuglement coupable, ou au contraire être... Voilà, dénoncer la gauche, c'est être coupable. Ou au contraire être débordant d'une idéologie que par ailleurs on condamne chez les autres. La vérité, c'est que oui, il y a des réactionnaires à gauche. Oui, il y a des ennemis de la démocratie à gauche, ça existe. Il y a aussi des réactionnaires à droite et il y a des ennemis de la démocratie à droite. Voilà. Et d'ailleurs, ça a toujours existé dans le spectre politique français. Il y a des gens qui ont contesté la démocratie dans l'histoire politique française, à gauche comme à droite. Et puis pour ce qui concerne France Inter, moi j'ai pas entendu l'interview dont on parle ce matin. Considérer que France Inter, d'une certaine façon, comme d'ailleurs l'ensemble du service public, serait un outil de propagande au service d'une seule cause, franchement, là aussi, c'est se fourrer le droit dans l'œil. On peut contester l'idée même de l'existence d'un service public de l'audiovisuel. Et j'entends que c'est ce qui est fait par nos deux interlocuteurs. Voilà, mais on peut contester ce principe sans forcément être dans l'outrance et l'exagération. C'est pareil pour le diagnostic qu'on peut porter sur la gauche, cher Éric. Ouais. Et rappelons que France Inter est l'une des radios les plus écoutées également. Alors après, on peut remettre en cause Médiamétrie, mais ça reste une radio qui marche plutôt très très bien. Alors Christine Bouillot, vous nous avez rejoint, ça fonctionne ? Oui, ça y est, ça fonctionne. Alors, effectivement, parce que je suis à Montauban pour un petit événement politique. Oui. Je vous explique à tous. On a reçu, nous les médias, une alerte nous invitant à une conférence de presse commune de Brigitte Barège, maire Les Républicains de Montauban, avec monsieur Robert Ménard, maire Front National ou RN, apparenté RN de Béziers. Sans plus d'explications que ça, je peux vous dire que le dispositif de sécurité est assez important. Il y a quelques jours, la présidente de région Occitanie a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat, évidemment. Mais on sent qu'il se passe des choses au niveau de la droite, très à droite, dans cette région Occitanie. Rappelons, par exemple, que le maire de Perpignan, Louis Alliot, a été élu à la tête de la ville de Perpignan, sans les étiquettes et en s'éloignant très, très bien, faisant comme Robert Ménard, de l'étiquette du Rassemblement national. Donc, on sent qu'il se passe des choses. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis Alors, c'est à quelle heure, déjà, cette conférence de presse? Brigitte Barège et Robert Ménard devaient arriver à 11h, donc ils ont un petit peu de retard, vous voyez, une vingtaine de minutes. Il y a tout un service d'ordre qui est organisé dans une salle où il y a déjà beaucoup de monde à l'intérieur. Donc on sent qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites et qui peuvent faire bouger. Et notamment, il sera intéressant, et je vous donnerai, et il y aura la suite dans les infos évidemment, du côté des Républicains, savoir ce qu'ils pensent de cette main tendue de la maire Les Républicains de Montauban à Robert Ménard, qui s'affiche ouvertement et qui a pris aussi ses distances, il faut le souligner, avec Marine Le Pen. Donc, il est en train de se passer peut-être quelque chose ici à Montauban en ce 1er octobre. Voilà. Alors, rapidement, vous aviez un coup de cœur pour un film. Oui, pour changer un peu d'air. Oui. Le sujet du film est peut-être un peu lourd, mais la façon dont il est traité, c'est magnifique. Je vous conseille vivement d'y aller avec vos jeunes enfants, ados, c'est d'aller voir Joseph d'Aurel. C'est un dessin animé, il a été sélectionné pour Cannes, qui n'a pas eu lieu cette année. Dessin formidable, histoire absolument dramatique et singulière, surtout la façon dont c'est traité. Joseph, c'est l'histoire d'un dessinateur espagnol, républicain espagnol, et Aurel retrace l'histoire en fait des 450 000, 500 000 républicains espagnols. Barcelone, 1939, défaite des républicains, et il y a donc 500 000 républicains qui franchissent la frontière et qui vont être littéralement parqués, parce qu'on l'oublie un peu dans cette histoire de France, parqués sur les plages du sud de la France, à Argelès, à Rivesaltes et ailleurs, d'ailleurs Villeneuve-sur-Lot, etc., dans des conditions déplorables. Et c'est cette histoire-là qui retrace ce film, Joseph, avec beaucoup de tendresse. C'est important parce que c'est un petit bout de notre histoire de France. Les républicains espagnols, 500 000 ont trouvé refuge en France, dans une France qui était encore une république et qui allait basculer juste après les accords de Vichy. Donc voilà. Donc ça s'appelle Joseph. Joseph. Voilà, Joseph. Bartoli, c'est le nom du dessinateur. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Merci Christine. On se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité avec vous, parler donc de ces mesures, de la conférence de presse également du ministre de la Santé ce soir. Tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio, va-t-on échapper au reconfinement ou en tout cas à la fermeture des restaurants et des bars dans un certain nombre de grandes villes? Le ministre de la Santé doit s'exprimer dans un instant. Moi, je voulais juste vous faire réagir vous donner 2-3 petites infos, pas forcément vous faire réagir. Vous me direz, c'est Neymar qui, d'après le registre des débiteurs auprès des finances publiques espagnoles, devrait la somme de 34 624 268 euros au Trésor public espagnol. Alors vous disiez, Éric Vérac, qu'il n'y avait pas eu de gouvernement au Brésil, en Belgique, et que ça se passait bien. Il fait plus chaud en Belgique qu'au Brésil. Voilà, mais là en Espagne, une dette de 34 millions d'euros, c'est assez phénoménal quand même. Aurélien Véron, ça vous fait réagir? Oui, ça va faire du bien aux finances publiques du pays concerné. Encore faudrait-il qu'ils payent. Mais il faut les payer, on ne peut pas laisser des ardoises comme ça. Les footballeurs sont beaucoup trop payés. Cet éloge permanent du fraudeur au nom du principe qu'il est sportif est insupportable. Oui. Christine, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, après, 2 enseignements. C'est qu'on a su qu'il devait 34 millions d'euros au fisc espagnol. Donc, ça veut dire qu'il y a des inspecteurs et ils ont pu remonter sa fiche de paye. Je ne suis pas sûre que dans les milliards d'euros d'évasion fiscale français, on ait réussi à avoir le même résultat. Donc, ça veut dire qu'il faut des inspecteurs. Donc, il faut du service public pour pouvoir mener ces enquêtes. Et donc, il faut payer des impôts pour avoir des inspecteurs qui contrôlent les feuilles d'impôts des plus fortunés et des moins fortunés aussi. Donc, la fraude concerne le bas, mais aussi le haut de l'échelle. Voilà, c'est mon avis. Absolument. Romain, si je peux intervenir. J'ai rien à rajouter à ce qu'a expliqué Christine. Je suis en total accord avec elle. Eric avait quelque chose à rajouter. Oui, ajouter quand même la théorie il y a des milliards ou des dizaines de milliards d'euros de fraude fiscale en France. C'est une fake news. Il y a avéré des milliards qui partent au titre de l'optimisation fiscale qui est tout à fait légale. Mais on confond aujourd'hui l'optimisation fiscale qui est légale avec de la fraude fiscale. Mais c'est une erreur de faire croire que les gens qui respectent la loi sont des fraudeurs. Non, il y a les deux. Il y a l'optimisation fiscale et il y a la fraude fiscale qui existe aussi. On peut pas le nier non plus. L'amalgame, il faut le reconnaître. Oui, c'est certain. Donc, mesures sanitaires, des nouvelles zones... bon dos, la gauche. Elle a l'air insolide. Vous êtes costaud, vous allez vous en faites pas. Et je m'entraîne à chaque fois que je viens chez vous, Valérie, c'est un plaisir. Voilà. Pourquoi chez moi? Mais voyez, nos auditeurs m'accusent d'être de plus en plus macronistes parce que je ne suis pas forcément sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le Covid. Donc, non. Écoutez, je me sens très libre. Je parle pas de vous, moi, j'apprécie énormément la contradiction qui règne sur ce plateau, avec toujours des contradicteurs qui sont pas simples, et c'est pour ça que c'est un excellent entraînement. Et la saine querelle démocratique c'est ce qu'on essaye de faire sur Sud Radio. Tout le monde a la parole, toutes les opinions sont libres et ça ne changera pas. On ne vous entend plus. Je voulais c'est bien qu'on puisse échanger, débattre. Tiens, on va commencer ce débat avec la réflexion de Michael, fidèle auditeur. Si vous laissez les bars et les restaurants ouverts à Paris, Lille et autres métropoles tout en laissant Marseille fermée jusqu'au 11 octobre, ça va créer un sentiment d'injustice et de colère. C'est vrai qu'à quelques heures de la conférence de presse d'Olivier Véran, donc c'est ce soir à 18h, beaucoup de questions se posent sur la situation sanitaire, des indicateurs qui sont à la hausse un petit peu partout, 253 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours pour Paris, mais également pour Lyon, Lille, Grenoble. Un message d'alerte. Est-ce que effectivement, il risque d'y avoir une sorte de marche arrière du gouvernement sur ce qui normalement devrait logiquement intervenir, à savoir la fermeture des restaurants? Alors, si je peux... Moi, je veux bien démarrer parce que après, pardonnez-moi, mais peut-être que j'irai écouter parce que Brigitte Barrage et Robert Ménard viennent d'arriver. J'aimerais bien les écouter ce qu'ils racontent tous les deux devant en plus un parterre assez conséquent. Donc c'est intéressant. Sur l'histoire des bars et des restaurants, il y a une réflexion que m'inspire cette situation. C'est en fait aujourd'hui, c'est le degré d'acceptabilité qui ne passe plus au niveau de la population. Les bars et les restaurants ont fermé, mais à ce moment-là, quand ils ont fermé, tout le monde fermait. Et là aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir une espèce de double
de double punition et de se dire il n'y a que nous qui trinquons dans cette histoire de maintien des mesures sanitaires, en tous les cas, on va dire, on prend ça comme une sanction. Et donc, si vous voulez, quand vous baladez dans les hôpitaux, que vous allez voir les services d'urgence, eux, ils trouvent tout à fait logique d'avoir pris des mesures sur les bars et les restaurants. Donc le corps médical, ils comprennent que ce soit mal accepté, mais ils vous disent tous que de toute façon, on est en train, lentement mais sûrement, d'arriver exactement à la situation qu'on a connue au mois de mars. À ceci près, c'est que déjà d'une, il va falloir accepter que tous les patients continuent d'aller à l'hôpital, même s'il y a des déprogrammations, mais aussi ils savent mieux gérer. Quand je dis mieux gérer, les traitements, en tous les cas, sur les malades, est un peu plus efficient parce qu'ils ont acquis des connaissances et ils ont une certaine expérience. Mais le virus circule, c'est une évidence. Et la difficulté, c'est l'économie. Est-ce que vous fermez tous les bars et les restaurants et avec en chaîne les entreprises, les écoles, les universités, enfin, on revient comme au mois de mars, ou est-ce que vous essayez des mesures à la marge, mais qui aujourd'hui ne sont plus comprises par personne? Donc moi, je serais pas surprise qu'on nous dise que ça circule, qu'il va y avoir des mesures, mais qu'il n'y ait pas d'annonce aujourd'hui. Oui, on dit attention, ça va vous arriver, mais pas tout de suite. Voilà, vous avez encore 3 jours ou 4 jours, on va laisser passer le week-end et on va peut-être avoir les décisions qui vont tomber dans le milieu de la semaine prochaine. Bon. Qui veut intervenir, Aurélien Véron? Oui, moi je suis très inquiet par le risque d'une décision trop lourde. Si nous avons un nouveau confinement indifférencié qui paralyse toute l'Île-de-France, je pense qu'on aura beaucoup de mal à s'en remettre. Les conséquences sanitaires, les conséquences économiques, les conséquences sur la santé des Franciliens sera terrible. Je crois qu'il y a 3 éléments majeurs à prendre en compte dans une décision de cette nature. Il y a d'abord les scénarios sanitaires. Les épidémiologistes montrent les risques bas, les risques hauts, les évolutions. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc ils donnent des scénarios. Il y a un choix qui est l'organisation politique. Nous sommes en train d'assister à un délitement du lien entre les maires, les régions et l'État central. Est-ce que l'État central peut continuer à décider dans le dos des maires et dans le dos des régions, ce qui, 1, crée une dislocation démocratique et 2, crée une déresponsabilisation des collectivités territoriales? Je ne le crois pas. Et je pense que demain, nous devons déléguer ces décisions-là aux échelons inférieurs. La subsidiarité, c'est aux régions et aux villes de prendre leurs responsabilités et de donner leurs préférences, quitte à assumer l'échec si la décision est mauvaise. Et le 3e élément majeur, c'est l'économie. Si les PME s'effondrent, si la précarité et les SDF explosent, si les salariés mis au chômage ont un moral dépressif, entraînant une vague de maladies, parfois même de suicides et puis de maladies graves, nous aurons au résultat des conséquences sanitaires pires que le Covid seul. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui procéder à de la chirurgie, à la microchirurgie, c'est-à-dire isoler des personnes à risque, personnes âgées, personnes avec un profil qu'on sait à risque statistiquement, et laisser vivre le reste de la société pour continuer à produire de la richesse, continuer à financer la santé d'ailleurs, qui nécessite beaucoup d'argent, et puis éviter la précarité grimpante, parce que c'est très inquiétant dans nos rues. Je ne sais pas si vous voyez dans vos villes, mais moi à Paris, je vois les nombres de SDF et de gens très précaires augmenter massivement. Il faut arrêter cette vague, et le reconfinement irait dans la mauvaise direction. Donc moi j'attends du gouvernement un peu de responsabilité et de ciselage dans la microchirurgie plutôt qu'une chirurgie de masse qui peut être dévastatrice. Alors, il y a peut-être un changement de méthode d'ailleurs aujourd'hui, puisque Jean Castex va recevoir les maires, un certain nombre de maires. Donc, il semble qu'une concertation soit en train de se mettre en place et que peut-être, justement, ce que vous dénoncez va peut-être changer. Éric Verhaeghe. Moi, je suis d'abord très perdu dans les règles. Et je pense que si je le suis, je ne dois pas être le seul dans ce pays. Alors, je prends un exemple, c'est un copain patron de restaurant me dit « mais je réouvre, viens donc dîner ». Et je dis « mais ça ferme à 22h ». Il me dit « ah non, ce qui ferme à 22h, c'est les bars à Paris, mais les restaurants, si on est assis à sa table et qu'on ne danse pas, on peut manger jusqu'à 2h du matin ». Alors, je ne sais pas qui peut comprendre ça aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis perdu et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui se dit on ne sait pas où on en est et on ne sait plus ce qu'il faut faire et on ne sait pas quelle est la doctrine officielle et on ne sait pas vers où on va. Et je pense qu'il est urgent pour éviter des vraies pertes en ligne et des vrais risques de contestation de l'État régalien. Je pense qu'il est urgent de réexpliquer ce qu'on fait, ce qu'on a le droit de faire et pas faire, parce qu'aujourd'hui, cette instabilité, cette incohérence dans le gouvernement, à mon avis, elle est factrice de troubles. Et on voudrait nourrir les Marseillais dans l'idée
qu'effectivement on les punit d'avoir aimé ou soutenu Didier Raoult et qu'on utilise ou on instrumentalise une crise pour régler des comptes, on ne s'y prendrait pas autrement. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une très forte apparence d'ingouvernabilité du pays ou de vide du pouvoir qui, moi, me semble extrêmement dangereuse pour la démocratie elle-même. Et on voit à Marseille qu'on a commencé à contester les règles imposées par l'État, qui sont des règles d'ordre public. Et je crains qu'aujourd'hui, le gouvernement, par son espèce de flou, de brassage d'air permanent, ne nourrisse les ferments d'une contestation profonde de l'État régalien. Christine Bouillot? Oui, et je rejoins un peu ce sentiment de côté perdu, parce qu'effectivement, les restos restent ouverts, mais alors effectivement, c'est la subtilité dans les arrêtés préfectoraux que je vous recommande de lire, parce qu'il faut effectivement parfois être un peu... il faut être très attentif dans la lecture. C'est que vous ne pouvez rester assis dans les restaurants, Paris, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, que si et seulement si vous commandez à 21h59 votre alcool. Voilà, et là, vous pouvez continuer à le consommer, mais en restant assis. Donc, voyez si vous voulez, ils ont coupé un peu la poire en deux. Les seuls où c'est clair, c'est Marseille finalement, c'est tout ferme, point. Les autres, ils ont essayé de ménager parce que les indices étaient bons, étaient pas mauvais sur certains endroits, sur les agglos, dans les périphéries. Enfin, on n'a pas voulu marquer un signal fort. Mais toujours est-il que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de tout ce temps depuis le mois de mars, enfin la sortie du confinement, pour équiper et préparer les hôpitaux à une deuxième vague. Comment ça s'est produit? Est-ce qu'on a acheté des ventilateurs, des respirateurs? Est-ce qu'on a libéré des lits? Est-ce qu'on a ouvert des lits supplémentaires? Finalement, pour permettre à l'hôpital d'absorber ce flux supplémentaire qui va se conjuguer ou plutôt s'additionner aux malades déjà présents. Et quand on prend, Valérie, aujourd'hui, les chiffres d'Octobre Rose, où on s'aperçoit que 12 000 femmes n'ont pas été se faire dépister pour le cancer du sein parce qu'elles avaient peur tout simplement d'être contaminées par le virus à l'intérieur de l'hôpital, c'est un vrai désastre. C'est-à-dire qu'il y aura des effets en chaîne, on va payer Exactement. Les médecins alertent effectivement sur... parce que les hôpitaux... les hôpitaux, globalement, aujourd'hui, ils ont acquis l'expérience. Les soignants n'ont plus peur de la maladie. Ils y vont. Moi, je suis allée au CHU de Toulouse cette semaine et je peux vous dire qu'ils sont prêts. C'est pas qu'ils ont envie d'y retourner dans cette maladie, mais ils sont prêts. Ils rentrent dans les chambres sans problème. Ils connaissent tous les protocoles. Ils savent exactement comment faire, mais ils savent que ça va durer longtemps et qu'ils ont à peu près les mêmes moyens. À peu près, à peu de choses près en tous les cas, les mêmes moyens qu'au mois de mars, où là on avait tout sorti, tout arrêté juste pour cette maladie. Là on va leur demander la même chose, mais avec tout le reste. Et ça c'est un vrai défi. Vous pouvez convoquer tous les maires que vous voulez, vous pouvez les prévenir à l'avance. Le vrai souci, ça sera à l'hôpital. Oui, Romain. Et les tests, parce qu'il faut ajouter que les tests, il faut une semaine pour avoir le résultat. Dans la plupart des cas, absolument. M'a déclaré sa procédure. Qu'est-ce qu'on fait pendant une semaine? On a des symptômes, on n'a pas la réponse, ça ne sert à rien. Vous restez isolé. Et depuis mars, les tests n'ont pas évolué. Romain Colas, on ne vous a pas entendu. Oui, d'abord, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que, et je vous confesse mes doutes et mon incapacité à avoir des opinions définitives sur les mesures qui sont prises par le gouvernement, parce que je n'ai sans doute pas la connaissance qui est la sienne des éléments relatifs au virus, je n'ai pas le contact avec les scientifiques, donc moi je fais preuve d'une extrême prudence sur toute sentence définitive à l'égard de l'action des pouvoirs publics dans la période. Mais il y a un élément qu'on peut constater, un élu de Paris vient de s'exprimer, moi je suis élu de grande couronne de banlieue, on ne peut pas se faire tester dans des délais satisfaisants, toujours pas. On ne peut pas, une fois qu'on a réussi à se faire tester, avoir des résultats dans des délais qui sont des délais rapides. Ça crée d'énormes difficultés, ça crée, parce que les gens ne savent pas, donc ne mesurent pas leur contagiosité, donc on leur dit de s'isoler. Ça crée d'énormes difficultés dans le fonctionnement de l'économie et dans le fonctionnement des services publics. Moi, je suis gestionnaire en tant que maire de services publics. Voilà, quand on envoie des gens désormais en septaine, mais qu'on ne peut pas les tester et que ceux-ci ont le résultat de leur test qu'ils ont réussi à faire au bout de 6 jours, une fois qu'ils sont revenus travailler après la septaine, tout ça crée d'énormes difficultés. Et parce qu'on ne peut pas tester rapidement, on a des gens qui restent en septaine alors même qu'ils ne sont pas contaminés, ce qui crée d'énormes problèmes de gestion. J'imagine que c'est le cas aussi dans les entreprises. Donc, je pense qu'on a encore un sujet et que c'est aussi ça qui conditionne les décisions du gouvernement, et c'est malheureux,
je rejoins parfaitement ce qui a été dit par Christine Bouillot sur la question de l'hôpital, mais ce sujet des tests est très loin d'être réglé, et je pense que ça nous handicape considérablement dans la gestion de la crise. Après, sur le reste, moi, pour vous dire les choses très franchement, et je ne suis pas un soutien de ce gouvernement. Je m'abstiens de toute sentence définitive parce qu'il y a un compromis à trouver entre les enjeux de santé publique, entre le risque de saturation de l'hôpital et évidemment l'enjeu économique et social que je ne peux pas reprocher au gouvernement d'avoir en tête. En revanche, je me réjouis ça va être intéressant de voir. Oui, contrairement à ce qui s'est passé à Marseille, parce que Marseille est un cas d'école quand même. On a un Premier ministre qui, lors de sa déclaration de politique générale, a dû citer une trentaine de fois le mot territoire, dire sa volonté d'associer les élus locaux. Sur Marseille, il y a eu une décision unilatérale qui n'a pas été concertée. Là, c'est bien qu'il y ait une discussion avec les maires, parce que c'est eux qui aussi savent dire quelle est l'acceptabilité des mesures qui sont envisagées par le gouvernement dans leur territoire. Et ça, c'est important. Ça, c'est le fruit d'une démocratie vivante. Si on veut que les mesures fonctionnent, il faut qu'elles soient acceptées. Et pour qu'elles soient acceptées, il faut entendre les élus locaux dans ce qu'ils ont à dire de leur vérité sur leur territoire. On verra ce que dira ce soir le ministre de la Santé, parce que visiblement le confinement était relativement attendu, en tout cas quand je dis confinement, fermeture des restaurants, et il semblerait que le gouvernement fasse machine arrière. On verra, on pourra en rediscuter. On se retrouve dans un instant et on va revenir sur les propos d'Éric Zemmour hier soir sur CNews. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff sur CNews hier soir. Éric Zemmour qui cartonne, il faut bien le dire, ses audiences explosent, plus de 550 000 téléspectateurs avant-hier soir. Hier, il a assimilé les migrants, donc mineurs isolés, à des assassins, des voleurs et des violeurs. SOS Racisme va saisir le CSA. La ministre également à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno, a décidé de saisir la justice. Écoutez, je vous propose de réécouter les propos d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Et on vous laisse la responsabilité de vos propos, même si... J'espère bien. Oui, non, je prends toujours la responsabilité de mes propos, vous savez, ça me coûte parfois cher. Voilà, un auditeur me dit propos supposés de Zemmour. Vous les avez entendus, on ne les rapporte pas, c'est bien sa phrase exacte. Il a dit tous les mineurs migrants sont des assassins, des violeurs et des voleurs. Évidemment, beaucoup de réactions suite à cette déclaration. La LICRA, plus Éric Zemmour est condamné, plus il persiste dans la xénophobie. Ce qu'il a dit ce soir est à vomir. Et Jean Messia, du Rassemblement national, dit les belles âmes feignent de défaillir devant les propos généralisants de Zemmour sur les mineurs isolés. Mais où était-elle quand Macron parlait des Français réfractaires, analphabètes, lépreux, etc. Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Éric, je crois que vous vouliez réagir sur ce sujet. Éric Zemmour. Éric Verhaeghe. Lapsus. Lapsus amusant. Non, moi, je ne regarde pas Éric Zemmour, donc je découvre ses propos. Je pense que dans la pratique, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une technique de débat et une absence de délibération démocratique sur un sujet qui préoccupe les Français, qui est l'immigration. Cette absence de débat démocratique, de délibération démocratique, elle nourrit des surenchères et elle nourrit des excès verbaux d'un côté comme de l'autre. Et ce que je trouve très dommage, c'est qu'aujourd'hui, nous soyons pris en otage entre des gens qui nous expliquent qu'un migrant est forcément un gentil, et s'il fait du mal, c'est parce qu'il est une victime de la colonisation, et des Zemmour qui ont une façon de défendre l'identité française qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que je pense que quand Zemmour parle d'identité française, il ne parle pas de la même France que celle que ma famille habite depuis 2500 ans. Et aujourd'hui, notre difficulté, c'est de faire entendre que l'identité française, ce n'est pas une passion malsaine et excessive, c'est une réalité qui fait que ce pays est agréable à vivre, l'est de moins en moins parce qu'on oublie de plus en plus son identité. Et je trouve très dommage que cette voie-là
elle ne soit plus audible parce que nous sommes prisonniers d'idéologues qui ne nous laissent pas vivre notre vie comme nous le souhaitons et qui nous privent de notre droit de revendiquer fièrement ce que nous sommes, notre histoire, notre mode de vie, nos valeurs et notre culture. Je trouve ça dommage. Mais je pense que c'est une orchestration malheureuse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'abord une règle économique, mais vous l'avez dit, il fait un tabac. C'est-à-dire que pour CNews, il y a une guerre commerciale qui est menée entre CNews et BFM TV et qui pousse à des surenchères. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est que nous sommes prisonniers d'une industrie médiatique qui, pour des raisons économiques, est obligée de stéréotyper, de caricaturer des positions. Et c'est très mauvais pour le débat démocratique. Oui. Alors, la gauche a la parole. Pardon, Romain Colas. Merci Valérie. Comment vous dire ? Je me posais la question, moi j'ai découvert les propos de Zemmour ce matin. Donc je vous les rappelle, les mineurs étrangers isolés sont tous violeurs, assassins, voleurs. Imaginez si à la place de mineurs étrangers isolés, Zemmour avait dit, je sais pas moi, portugais ou juif. Imaginez cela. Ça relève exactement du même procédé. Voilà, donc Zemmour ne dérape pas. En matière pénale, ça a un nom, ce qu'il fait, ça s'appelle de la récidive, parce que ce monsieur a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice pour des incitations à la haine. Le parquet s'honorerait immédiatement à engager des poursuites à son encontre, parce qu'en France, le racisme, et très franchement, personne ne peut contester que les propos de Zemmour hier sont racistes, et la justice aura à se prononcer là-dessus, eh bien, n'est pas une opinion dans notre pays. C'est un délit. Il y a une responsabilité des acteurs économiques du monde des médias, du groupe Canal+, en particulier, à laisser ce genre de types qui sont des délinquants. Enfin, il a été condamné encore une fois à de nombreuses reprises par la justice, déverser leur fiel, leur haine sur une antenne nationale. Ce qu'a fait Zemmour hier est insupportable. Je suis d'accord avec Eric, qui peut avoir parfois, et je le constate, le sens de la mesure, et qui peut même appeler à la mesure, sur le fait que malheureusement nous sommes dans un temps où il y a plus de place pour un débat raisonnable, y compris sur des sujets compliqués comme celui de l'immigration, et on a des outils démocratiques pour trancher ces débats. Encore faut-il pouvoir les conduire dans une relative sérénité et pas avec des excités qui ne cessent de jeter de l'huile sur le feu à la mode Zemmour. C'est vraiment à gerber, pardonnez-moi Valérie. Mais encore une fois, imaginez qu'au lieu de parler de mineurs étrangers isolés, il parlait de juifs. Le pays se soulèverait, et il se soulèverait à raison. C'est insupportable qu'un type comme ça puisse déverser son fiel, sa haine, tous les jours sur une antenne nationale. Et puis, juste un élément... Son fiel, factuel. Tant que ça reste dans le domaine du droit et de la justice, on a le droit d'avoir des opinions différentes et de dire des choses qui Non, le racisme n'est pas une opinion dans ce pays, c'est un délit. Non, mais vous dites déverser tous les jours son fiel. Oui, mais vous dites déverser tous les jours son fiel. Il n'est pas... Je veux dire, c'est enfin, pardonnez-moi, mais on peut entre nous admettre l'idée que ce qui est ressorti hier, ces propos odieux de Zemmour, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a un fond que défend Zemmour, Eric l'a très bien dit d'ailleurs. Il fait partie de ces gens qui attisent les tensions dans notre société. Et quand je parle de fiel, c'est parce que Zemmour est coutumier du fait. Juste un élément quand même, parce qu'on parle d'être humain et de gamins. Moi, je veux juste apporter le témoignage d'un élu local. J'ai des mineurs étrangers isolés qui sont accueillis dans un hôtel social. C'est une compétence du département sur le territoire de ma commune. D'ailleurs, ils ont été accueillis sur le territoire de la commune sans que j'ai été concerté. Enfin, voilà, des fois, l'État et le département décident d'une occupation d'un lieu sans forcément en discuter avec la commune. Mais bon, ils sont là, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Et vous savez ce qu'ils font, ces mineurs étrangers isolés, tous les matins, ils vont dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Voilà. Et moi, je n'ai à déplorer ni assassinat, ni viol,
Non, mais c'est ce que disait Éric Vérac, c'est-à-dire le débat. Oui, mais on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes avec ces mineurs, avec certains mineurs migrants isolés. On l'a vu, qui mettent le souk dans des quartiers. Je pense qu'Aurélien Véron peut nous parler de Paris où il y a une réalité. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y en a d'autres qui sont là dans des situations de détresse absolue, qui doivent être accueillis. Donc il y a un juste milieu entre tout ou rien. Il faut virer tout le monde ou ils sont tous des assassins. Mais ça, on est d'accord. Aurélien Véron. Oui, alors moi, j'étais profondément choqué en entendant les paroles parce qu'effectivement, il y a un amalgame de tous ces mineurs étrangers qu'on appelle les MENA, mineurs étrangers non accompagnés, isolés. Et effectivement, à Paris, il y a un vrai souci de traitement de ces mineurs qui sont instrumentalisés par des trafiquants d'êtres humains qui sont souvent sous emprise de stupéfiants. Mais on parle de mineurs isolés en bande, on ne parle pas de tous les mineurs isolés. Et ce que je lis dans son discours, c'est qu'en fait, implicitement, si on lit entre les lignes, il en revient à son propos habituel qui est de dire les Français, parce que là, il parle des mineurs isolés étrangers, mais implicitement, son discours, c'est de dire les Français d'origine arabe, berbère, voire même perse, n'ont rien à faire en France. Et ça, c'est, excusez-moi, en tant que Français d'un pays ouvert, libre, qui aime la justice, c'est difficile à entendre. Donc, son discours me choque. Il instrumentalise un vrai sujet, qui est le sujet de mineurs isolés. Et je rappelle que l'attentat contre Charlie Hebdo était le fait d'un prétendu mineur isolé. Donc, il y a parmi les mineurs isolés des détraqués, des enfants sous drogue, des enfants qui sont les objets d'un trafic d'êtres humains, mais ce n'est pas tous les mineurs isolés, ce n'est pas culturel. On a affaire à des drames qui méritent effectivement un traitement d'abord administratif, judiciaire peut-être, peut-être certains d'entre eux doivent être traités et renvoyés chez eux, mais c'est un traitement qui, au cas par cas, on ne peut pas accuser tous les migrants et implicitement les non-migrants, donc les Français, pour leur culture d'origine. Donc moi, je suis profondément choqué et je ne peux pas accepter ce genre de propos. Après, que si ça relève du pénal, que la chaîne pénale traite les propos d'Éric Zemmour, il a déjà été condamné. Maintenant, je trouve que le traitement pénal vise toujours un peu les mêmes types de propos et je condamne ces propos et si la justice le fait, je défendrai la décision de justice. En revanche, les léninistes qui appellent à tuer d'autres catégories de personnes échappent un peu trop facilement à la justice dans leur appel au crime et à la violence. J'aimerais que le traitement soit plus égal. Donc voilà, ces propos sont horribles. Il y en a d'autres qui ne sont pas condamnés. Lui va sans doute être poursuivi et peut-être condamné. C'est très bien si c'est le cas pour des propos incendiaires. J'aimerais que ce soit le même traitement s'applique à ceux qui appellent à des massacres, à des génocides, à de la censure et à des monstruosités qui, parce que ça vient de l'extrême gauche, sont largement pardonnées par la justice. Oui, et ben voilà, ce sera le mot de la fin et nos auditeurs sont assez partagés, mais c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol, il ne faut pas le nier de certains habitants de voir des agressions permanentes, on nous cite Montpellier, etc. Oui, il y a une proportion, il y a des mineurs qui sont, comme vous le disiez, drogués, seuls, abandonnés. Ça pose aussi la question de l'accueil de ces migrants et c'est vrai que c'est dommage de radicaliser le débat de cette manière. Alors peut-être que le mot radicaliser n'était peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de le mettre de cette manière. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff que vous retrouverez sur Sud Radio. Très bonne journée à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.